Bonjour Dominique Jacob, architecte, commissaire d'exposition à la Biennale de Venise. Et bienvenue sur la Sec du Cercle. Vous allez bien? Bonjour, merci. Je vous ai vu assister à la séquence d'avant et être très intéressé par ce qui est dit sur le vivant, effectivement. Oui, parce qu'en effet, le vivant nous concerne. Et le vivant, on va dire, est notre matière première, en fait. Et on estime en fait, que c'est avec le vivant qu'il faut composer, qu'il faut travailler. Et c'est en prenant en compte le vivant qu'on pourra répondre à beaucoup des questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Bon, donc vraiment passionné, j'essaierai de rencontrer l'interlocuteur de tout à l'heure plus tard. Eh ben, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre parcours déjà, Dominique? Oui, alors je suis donc Dominique Cécile Jacob, architecte, diplômée à Paris, mais j'ai beaucoup voyagé avant de faire mes études en France. Je suis associée depuis 1998 à Brandon McFarlane, architecte, d'origine néo-zélandaise, anglais et néo-zélandais. On a une agence à Paris. Depuis, voilà, un de nos premiers projets, je pense que vous devez connaître, est le restaurant Georges au centre Pompidou, qui nous a fait connaître. Et très rapidement, enfin, si vous voulez, avant que ces sujets d'environnement soient vraiment présents, nous, on a toujours été concernés en fait, par les ressources, les matières, comment construire plus léger, construire avec quoi. Et on pourquoi pour des fins d'architecture et ou déjà dans l'optique de se dire que la ressource, elle est... Moi, déjà, dans mon, on va dire, en étant enfant, grandissant, ayant des parents années 68, il y avait cette préoccupation de construire localement avec les personnes qui étaient là, avec ce qui était à proximité de soi, en prenant soin des autres. Donc pour nous, ça a toujours été une préoccupation qui était là, même si on n'a pas réussi toujours à mettre les mots dessus. Et bien sûr, enfin voilà, et le monde allant tel qu'il va, on se rend bien compte des désastres qui arrivent et cette préoccupation devient de plus en plus fondamentale maintenant, évidemment, et maintenant la ligne de conduite. Comment, après adulte, là vous me parliez enfant, mais comment adulte après, votre approche en tant qu'architecte a évolué justement en prenant compte des grands enjeux climatiques actuels? Donc il y a, en fait, dans cet enjeu climatique, il y a deux grandes directions. Il y a d'abord une grande direction vers laquelle on s'est dirigé, qui est la direction, on va dire, des ressources, de mieux construire, donc de consommer moins de carbone. On sait bien que l'industrie du bâtiment est une des industries qui consomme le plus de carbone. Donc il y avait toute cette attention. Et ensuite, on se rend compte que malheureusement, la machine va plus vite que l'adaptation de notre métier. Et que ce n'est pas assez et que le monde change. Et donc, on travaille aussi maintenant sur l'adaptation. Dans le sens qu'on doit adapter nos bâtiments à mieux résister, tout en étant plus performants d'un côté carbone. Les deux ne vont pas toujours vraiment bien ensemble. Et donc, ça part du travail de l'architecte, puisqu'effectivement, c'est à vous d'insuffler un peu ça aussi dans ce que vous allez imaginer, dans votre imaginaire et ce que vous allez mettre sur plan. Il faut prendre en compte. Alors, bien sûr, en fait, les architectes ont un énorme rôle. Enfin, on va dire toute la filière du bâtiment a un énorme rôle. Et en tant qu'architecte, on est indépendant. Et donc, c'est vraiment, moi je crois, que le mouvement de masse, le mouvement tous ensemble permettra de faire des pas. Ce n'est pas un qui est exemplaire. Je fais très attention à ça. Moi, je pense que c'est vraiment essentiel. Il ne faut pas mettre en exergue « Ah, ça c'est incroyable, ça c'est incroyable ». Ce qu'il faut mettre en exergue, c'est que tous ensemble, on fait des pas. Et les petits pas feront des grands pas. Et comment on arrive à embarquer tout le monde? Alors, sans grand pas, je sais pas si on en parlait déjà, on pourra revenir après d'autres sujets, mais ce qu'on a fait l'année dernière est vraiment était quelque chose de fantastique. Notre projet a été retenu pour représenter la France à la Biennale de Venise, pour le pavillon français. Et on a fait une équipe à 4, donc avec Éric Daniel Lacombe, architecte, Martin Duplantier, architecte, mon associé Brandon McFarlane et moi-même, sur un projet qui s'appelle Vivre avec, Living with, et qui est justement sur l'adaptation. Et ce projet-là, on l'a mené d'une manière très généreuse, très ouverte, parce que quand je vous dis qu'on embarque tout le monde, on est dans une foire internationale, une exposition internationale, mais le pavillon France a été ouvert à l'international. On a invité à peu près 50% de projets étrangers, parce que c'est dans l'idée aussi, que c'est dans l'échange, dans le partage. Je vois quelqu'un qui est au Vietnam qui fait un projet, j'en rencontre un qui est en Argentine, qui est en Colombie, en Inde. Et c'est parce qu'en échangeant avec les autres, et c'est simplement leur idée va rebondir chez nous pour une autre idée. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel.
c'est que cette bataille-là contre le climat, on n'est pas tout seul en France, on est tous ensemble sur cette planète. Et vraiment, on a voulu montrer ça à Venise, une plateforme, tous les projets sont à égalité, et on estime aussi que quand on est à égalité, on crée une condition d'échange. Si toi, tu as un plus grand projet, plus beau, et que moi, j'ai un tout petit projet, je me sens petit, modeste, et je suis impressionnée par toi qui as fait le grand projet. Et là, ce qu'on a fait à Venise, c'est que tout le monde a la même surface d'exposition. Parce qu'on considère qu'une petite invention, une petite innovation a autant d'intérêt qu'une grande. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel on croit. Et cette aventure de Venise, pour rebondir un petit peu ce que disait la personne tout à l'heure, c'est aussi exercé finalement dans la scénographie. Parce que le pavillon français était fermé pour travaux. C'est un pavillon qui doit être rénové pour des sujets énergétiques. Il fait très chaud à l'intérieur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'ouverture. Et on s'est dit, bon, on peut aller ailleurs, on peut louer un palais à Venise, on peut aller sur un bateau, sur une île. Mais on s'est dit, on n'abandonne pas quelqu'un qui est en train d'être réparé, qui est en train d'être remis à jour. On reste à côté, voilà, on s'occupe de lui. On est là et on s'est installé en fait dans le chantier, dans la construction, dans l'échafaudage. Et on a étendu l'échafaudage à une zone forestière qui est derrière le pavillon, qui finalement n'était jamais explorée parce qu'elle est abrupte, elle descend, c'est dans la broussaille, on se gratte les pieds. Mais en fait, on a découvert que juste à côté de ce pavillon où on crevait de chaud, on s'est installé dans un îlot de fraîcheur. Un îlot de fraîcheur qui était là. Et tous les médiateurs culturels qui passent tout leur été, toutes les années à Venise, sont tous venus nous remercier. Ils nous ont dit, mais enfin, on passe un été bien. Et ce bien, en fait, il était là. Donc c'est aussi une histoire de regard. Bien sûr, sur le vivant et sur ce qui est autour. On a l'impression que, mince, je suis sans domicile, mon pavillon est fermé, il est en travaux, je suis à la rue, j'ouvre les yeux, qu'est-ce que j'ai autour de moi? En fait, autour de moi, j'ai un contexte avec lequel je peux travailler et qui me rend service. Donc c'était, on va dire, dans le fond et dans la forme. En quoi on peut parler de la Biennale de Venise. En quoi consiste votre rôle ça veut dire quoi pour moi, pour comprendre, commissaire d'exposition à la Biennale de Venise? Peut-être expliquer aussi ce qu'est la Biennale de Venise. Bien sûr. Donc la Biennale de Venise, c'est la 19e Biennale de Venise. Elle est tous les 2 ans, parce qu'elle est en alternante avec la Biennale d'art, qui sont dans un grand parc paysager à Venise, un peu à l'extrémité de Venise. Et chaque pays a un pavillon. Enfin, chaque pays, je ne sais pas le nombre de pays exact, mais il y a un grand nombre de pays qui ont chaque fois un pavillon dans ces jardins. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un grand pavillon national italien, qui lui invite d'autres pays qui n'ont pas forcément des pavillons. Donc la France a un pavillon depuis les années 1930. Et nous, notre rôle de commissaire, c'est d'abord de présenter un thème, une grande thématique. Cette grande thématique, on l'a trouvée, en fait, il y a Edgar Morin, en 1993, parlait de la polycrise. Et la polycrise, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que finalement, on voit une crise climatique, il y a un conflit géopolitique, on voit un autre séisme, une autre guerre, un autre conflit civil. Et on voit tous ces éléments comme séparés, mais en fait, Edgar Morin, ce qu'il dit, finalement, tous ces éléments, tous ces dérèglements ont des choses en lien et finalement résonnent entre eux et ne faut qu'aggraver d'une manière exponentielle la polycrise. Donc vous voyez, ça c'était 1993. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous y pensaient. En tout cas, moi, j'avoue que non. Mais voilà, en redécouvrant Edgar Morin, et à un moment de proposer ce sujet à la Biennale qu'on voulait adresser à l'adaptation climatique, on s'est dit, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous parle, parce que quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe malheureusement bien ailleurs, vous voyez les conséquences des maisons détruites, des gens sans abri. Quand vous regardez les conséquences des crises climatiques, les crues, les inondations à Valence, et vous voyez pareil des maisons, en fait, vous mettez ces images côte à côte, on pense que la cause n'est pas la même, mais d'une manière, notre habitat est menacé finalement d'une manière assez proche. Et donc, on a voulu adresser ce sujet en tant que commissaire, et on a lancé un appel à projet international. Donc après, il y a un appel à projet, des artistes d'architectes. Parce que là, on s'est vraiment passé sur l'angle de l'architecture et pas de l'angle artistique. On voulait garder un côté quand même technique pour répondre. Et donc, il fallait être architecte, il fallait avoir un projet qui est une réalité, qui est une commande, que ce soit un concours gagné, que ce soit réalisé, mais se placer aussi dans la réalité. Parce qu'on peut souvent se placer dans une sorte d'utopie. Et donc les utopies sont nécessaires, bien sûr, mais là, ce qu'on voulait, c'est être dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et de rendre compte de ce que les architectes proposaient aujourd'hui.
Et du coup, vous y avez fait quoi et qu'est-ce qu'on peut voir dans le pavillon français? Donc vous pouvez voir, on a fait une sélection de 50 projets sur à peu près 300 reçus. Ouais. Donc déjà, on était extrêmement contents parce qu'on a fait cet appel à projet d'une manière très simple. Hein. Enfin, on n'est pas une rédaction, on est simplement 3 agences d'architecture, bien sûr relayées avec l'aide de l'Institut français et de tous ces réseaux. Mais c'était donc 300 projets. On a fait une sélection avec un comité de sélection, on l'a organisé autour de 6 thèmes. Donc un thème qui est sur l'existant. Okay. Le fait qu'on arrête, qu'on applique le zéro artificialisation nette, le ZAN, et qu'on prenne en compte tout ce qui existe, tout ce qui peut être récupéré, tout ce qu'on peut transformer, réhabiliter. Une deuxième thématique qui est proximité, c'est de voir tout ce qu'on peut faire avec les ressources qui sont autour de nous. Et donc on entend ressources, c'est aussi bien ressources matérielles que ressources immatérielles. Ensuite, ce qui prend en compte, c'est l'abîmé, vivre avec l'abîmé. Donc là, on rentre dans ces thématiques où vous avez c'est Beyrouth, c'est l'Ukraine, le Maroc, enfin des pays qui ont subi des crises géopolitiques et qui ont une reconstruction à imaginer. La nature, donc la biodiversité dont on parlait juste précédemment. Ensuite, les vulnérabilités, qui est vraiment un des grands thèmes. C'est l'adaptation par rapport aux crues, au niveau de la mer qui monte, les montagnes qui perdent leur enneigement. Et la dernière, qui sont les intelligences réunies. Et qui fait un petit peu finalement la boucle. Par intelligence réunie, on parle d'intelligence humaine, naturelle et artificielle. Parce que bon, ce côté artificiel, il est là, on ne peut pas le nier, il est notre commun tous les jours. Il prend de plus en plus de présence. Et donc, il faut le prendre en compte également et travailler avec pour qu'il soit d'un côté bénéfique et non pas subi. Et donc, tous ces projets, il y a eu l'appel à projets, des projets qui ont remporté jusqu'au 23 novembre. Okay. Donc là, ils sont jusqu'au 23 novembre à Venise. Vraiment, venez les voir. Ils sont exposés donc en plein air, dans un abri de plein air qui est protégé du soleil, de la pluie par une ombrière. C'est au bord du canal. Vous avez la nature qui se l'approprie avec des oiseaux, des petits nids. Et si vous ne pouvez pas venir à Venise, il y a un catalogue que j'ai amené. Il y a marqué « Vivre avec ». Qui est là. Vivre avec, Living with, bilingue, dans toutes les bonnes librairies. Et ce projet voyage. Donc, Living with vient de s'ouvrir à Sao Paulo, à la Biennale d'architecture de Sao Paulo. Ensuite, va à la Biennale de Chicago, le 8 novembre. Oui. Il viendra aussi à Orléans en avril, au FRAC Centre, les turbulences à Orléans, donc accessible en train facilement. Et je pense d'une manière augmentée, et là d'une manière en résonance avec les collections du FRAC Centre, qui est un centre d'architecture dédié aux architectures du XXe siècle depuis l'après-guerre, donc avec beaucoup d'utopies. Et là, ce sera intéressant parce qu'on mettra en regard des utopies des années 1950, 60, 70, comment on voyait le XXIe siècle à ce moment-là. Et là, ce sera au regard de projets qui sont dans la réalité d'aujourd'hui. Et sur la thématique et les thématiques que vous avez choisies pour le pavillon français, vous me dites ça s'exporte. C'est plutôt aussi, on parlait dans la séquence d'avant, puis là aussi, il y avait l'idée d'embarquer l'écosystème d'architectes dans cette architecture plus résiliente. J'imagine que c'est aussi une façon de communiquer, aussi une façon de montrer et que le fait que ça s'exporte et que effectivement les différents projets qui ont été travaillés s'exportent, c'est une façon aussi de montrer qu'on peut faire différemment. Bien sûr. L'idée, c'est de ne pas avoir un projet fermé, mais un projet ouvert. Et bien sûr, ensuite, la grande idée, c'est que ce projet continue et d'une certaine manière puisse être une plateforme collaborative qui continue à s'enrichir et à servir d'exemple. Donc là, dans ce catalogue, on ne fait pas une description complète des projets, mais on regarde les projets par le spectre de leur innovation, de ce qu'ils amènent à ce sujet. Et donc du coup, c'est quoi? C'est des matériaux et des technologies que vous privilégiez? Oui, il y a des sujets sur des matériaux, il y a des sujets comment faire avec un bâtiment des années 60 qui existe, comment faire avec un bâtiment en Ukraine qui a été démoli, comment le réparer, comment adapter un territoire aux crues et justement ne pas faire Valence qui avait fait une grande digue qui finalement a concentré, qui a protégé une partie de la ville mais qui a envahi l'autre. Et par exemple, là, vous avez un projet qui fait des petites digues avant une ville, ce qui fait que ça répartit doucement. Oui, ok. Voilà, c'est donc d'autres manières d'appréhender. Donc, c'est chaque fois une idée. Mais sur 50 projets, vous avez 50 idées.
Et c'est l'idée, c'est qu'elle puisse en enchaîner d'autres. Mais donc, c'est une manière, je pense, d'envisager notre métier. C'est ça aussi qui était important. Je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont là. C'est vrai que c'est beaucoup, c'est pas évident. Mais de montrer qu'il y en a 50, c'est-à-dire qu'il y en a 300, ça veut dire qu'il y en a 1000. Et c'est cette idée-là d'embarquer tout le monde et d'embarquer aussi justement les très jeunes pour leur métier à venir. Pour le métier à venir, effectivement, avec la nouvelle génération, il y a un travail à effectuer. Pour conclure ensemble, Dominique, peut-être me parler, je sais que vous êtes membre de la communauté French Touch, BPI France, et vous avez participé à un programme accélérateur. On est ici sur la plateforme du Club Excellence et des accélérateurs. Comment s'est passée cette accélération? Vous en regardez quoi? C'est aussi un petit peu comme la Biennale, en fait. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans cette promotion, c'est d'être à la rencontre d'agences très différentes. Et je pense qu'on n'a plus l'habitude, quand on est en agence, on est un peu en vase clos. C'était sectoriel pour vous? Pardon? C'était sectoriel, l'accélérateur? Oui, on n'était qu'en agence entre agences d'architecture. Est-ce qu'il y a sectoriel ou pas forcément? C'est pour ça que Donc c'était sectoriel. Et il y avait par exemple des micro-agences, mais aussi des agences très structurées. Plus de 100 personnes. Et donc je pense que cet échange, à travers une dizaine de rencontres, nous a permis en fait d'apprendre de tous les intervenants qu'on a vus, extrêmement passionnants, mais aussi d'apprendre entre nous, finalement, de voir les difficultés qu'avaient les grandes agences. Les grandes agences voyaient finalement les problématiques d'agences de matériel plus restreintes. Et puis après, bon, ce qui est très bien, c'est la grande diversité et le fait de discuter de thèmes qui ne sont pas forcément architecturaux, mais qui ont quand même un grand impact finalement sur notre quotidien. C'était quand le programme? Là, il vient de finir il y a quelques mois. Il y a quelques mois, vous avez gardé... il est en train de finir. Il est en train de terminer. Vous avez encore contact avec... Bien sûr, oui, on a un WhatsApp très actif. Je ne suis pas un des membres les plus actifs de ce WhatsApp, mais Quentin y veille. Absolument. Non, mais... Et donc, c'est que chaque fois que... ça donne tout un autre réseau. C'est aussi tout un réseau qui est national. Oui. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que je trouve qu'en France, on a quelque chose qu'il faut arriver à casser, c'est arriver quand même à sortir quand même du centre Paris et de la région parisienne. Et je pense que l'accélérateur, moi j'ai beaucoup apprécié, il y avait un certain nombre d'agences qui venaient vraiment d'autres villes, Bordeaux, Strasbourg, c'était vraiment diversifié. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important parce que je pense que c'est une de nos faiblesses. Si vous voyez les Américains, ils sont toujours implantés dans plusieurs États. Ils arrivent très bien à rebondir. Et là, nous, on a cette faiblesse, finalement, de rester très localisé en un point donné. Et donc ça, je pense que, en tout cas, notre promotion avait cet avantage-là, vraiment d'occuper le territoire. Et je pense que c'était une grande force. Merci beaucoup, Dominique Jacob, d'être venu ici sur notre... Vous pouvez effectivement vivre avec... Vous me le laissez? Incroyable, magnifique. Je le garde. Merci et bravo à vous. Et maintenant, on va parler d'imaginaire, d'envie, de créativité qui peuvent être une source d'innovation. C'est l'un des sujets de notre prochaine séquence qui démarre maintenant.